Pour les jeunes filles, ça a vraiment des impacts très très forts sur leur santé mentale. Il y en a qui vont jusqu'à commettre des suicides. Donc vraiment, c'est un sujet très important de sensibilisation autour de tout ça. Toutes les diffusions d'images intimes, d'images à caractère sexuel sans le consentement des personnes concernées. Ces images pouvant être réelles, prises à la base avec le consentement de la personne ou non, pouvant aussi être fausses. Les deepfakes sont en train d'exploser et c'est principalement pornographique. Donc on parle autant à une certaine année, par exemple, du fappening, qui avait vu que beaucoup de stars d'Hollywood s'étaient fait voler leurs photos. Ou là récemment, de la loi qui est passée après les fakes autour de Taylor Swift, des deepfakes. Ouais, alors on en parle pour les célébrités, mais en fait c'est hyper courant. Aussi pour les inconnus. C'est ça, dans la vie courante, et notamment chez les jeunes. Parfois d'ailleurs ça tombe, c'est parmi des mineurs, quelquefois c'est des tout jeunes adultes. Mais la réaction des adultes souvent c'est on peut rien y faire. Et c'est parfois aussi de shamer notamment les filles qui sont donc les principales victimes en leur disant mais pourquoi t'as partagé un nude à la base, etc. Sauf qu'en parallèle, moi, j'observe donc les questions de cybersécurité au sens large et je constate que les adultes, ils sont pas bien meilleurs pour protéger leurs données personnelles. Non. Et qu'ils sont eux-mêmes victimes de ce type de... alors du coup, pas forcément avec le même contenu, mais ils sont aussi victimes de données personnelles qu'ils ont parfois données de leur plein gré, par exemple à France Travail. Et puis ensuite, France Travail se fait hacker et du coup, là, ça commence à circuler sur tout Internet. Et c'est très grave. Mais pour moi, c'est à peu près la même chose. Franchement, c'est à peu près la même chose que... Sauf que c'est pas le même contenu, mais quand vous voyez un nude à quelqu'un que tu es en train de dater, tu lui fais confiance. Et puis, le lendemain, il décide de le balancer dans une boucle où il y a 200 000 personnes. Et là, clairement, tu es moins content. Ouais. Quand on parle des attaques contre les entreprises, les principaux moteurs, vecteurs d'attaque, c'est questions financières. On veut se faire de l'argent. D'accord. Questions politiques, notamment quand un État, on attaque un autre, etc. Le hacking d'État, c'est ça ? Ouais, par exemple. En gros, tel État m'agace, je vais attaquer son infrastructure d'énergie, par exemple. Ou la nuisance pure et dure. Et pour les particuliers, on peut dire que c'est plus ou moins la même chose, avec peut-être un peu moins de politique. Et encore, quand il s'agit d'aller cyberharceler une personnalité politique, potentiellement, c'est pour des raisons politiques. Bien sûr. Mais sinon, les principales raisons pour lesquelles on se prend des trucs désagréables en ligne, que ce soit via du cyberharcèlement ou via des arnaques, c'est parce qu'en face, quelqu'un veut soit se faire de l'argent, soit nous faire du mal. D'accord. Et pourquoi je raconte ça ? Parce que dans les personnes qui veulent se faire de l'argent, ils sont de plus en plus, ils sont de toute façon nombreux, mais ils sont très bien organisés. Je ne sais pas si vous avez vu hier, Le Monde a sorti une grosse enquête sur les fausses interviews. Je ne sais pas si vous avez vu sur vos réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Je me suis fait spammer ces derniers temps avec il y a eu pas mal de posts des comme people ça, dans la mouise pour une histoire d'argent. On en voit plein sur à Twitter, révéler les raisons de sa fortune ou je sais pas quoi. Jamel Debbouze, pareil. Et en fait, derrière, c'est des réseaux assez bien organisés qui fonctionnent exactement comme les réseaux d'arnaqueurs au SMS pour lesquels Micode avait fait une super vidéo. Et moi, je me suis fait avoir d'ailleurs. Ah ouais. Moi aussi. Comme quoi, tout le monde peut se faire avoir. Franchement, votre colis les gens. Pareil, j'ai déjà payé. Et donc, là, typiquement, ce que montre la vidéo de Micode, si on prend cet exemple-là, c'est que tu as une équipe qui est en charge de récupérer les informations personnelles, une équipe qui est en charge de passer les coups de fil. Donc là, c'est les à l'auteur. Et on remarque qu'ils sont souvent très jeunes. En fait, pour eux, c'est un peu un jeu. Dans certains des réseaux, en tout cas, c'est un jeu, c'est une manière de se faire de l'argent facile sans du tout réfléchir à la victime. Et pour moi, c'est exactement la même chose, encore une fois, que ce qui se passe côté cyberharcèlement et notamment diffusion d'images intimes, puisque dans ces cadres-là aussi, parfois, il y a des réseaux très bien organisés. Pour les plus jeunes, clairement, le cyberharcèlement, c'est le problème numéro 1. Selon l'association e-enfance, un quart des familles ont déjà été confrontées à ce type de problème. C'est énorme. Genre 25%, tu vois. Donc après, on ne sait pas dans le chiffre si ça veut dire que 25% des personnes sont victimes. Potentiellement, tes enfants sont aussi agresseurs. Et qu'est-ce que tu fais comme parent ? Il y a toutes ces questions-là. Les 30-49 ans, ça, c'est des chiffres de l'Internet Crime Complaint Center, donc le centre qui récupère toutes les plaintes liées à la criminalité numérique aux États-Unis. C'est une sous-partie du FBI. Eux, ce qu'ils montrent, c'est que les 30-49 ans, c'est les premières victimes en nombre de gens des arnaques aux faux investissements. Donc, typiquement, les cryptos, j'ai l'impression que tu aimes beaucoup ça. Il y a énormément. Les 30-50 ans,
on va les On est les premiers à tomber dans le panneau. En leur faisant croire genre, oh waouh, l'investissement, on va gagner super vite, énormément d'argent. Bah non. Et les 60 ans et plus, eux, ils tombent, et eux, c'est aussi ceux qui perdent le plus d'argent. Après, c'est potentiellement les plus riches parce qu'ils sont plus vieux, donc je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont les premiers à être victimes des faux call centers, donc faux appels au support technique, faux conseillers bancaires. Ça, c'est le phénomène de l'année selon cybermalveillance. Mon père s'est fait avoir il y a 3 semaines. Moi aussi, dans ma famille, c'est arrivé. Par un faux conseiller bancaire ? Ouais, et beaucoup d'argent est parti. C'est très bien foutu. Et dites-vous, et c'est horrible, ils restent au téléphone pendant des heures et des heures et des heures. Donc encore une fois, on est en train de manipuler la relation de confiance relative que tu as avec ton conseiller bancaire, par exemple, pour à la fin te pousser toi à commettre l'acte, en fait, à envoyer l'argent, ce qui est du coup encore plus compliqué ensuite pour essayer de le récupérer auprès de l'institution. Oui, parce que tu l'as envoyé. Parce que c'est toi qui l'as envoyé. Après, pour vous rassurer, je ne sais pas si ça vous rassure ou pas, mais sachez que... Pour l'instant, cette chronique, non, mais elle est très utile. Sachez que DSK lui-même s'est fait piéger. Alors, DSK, il est horrible avec les femmes, il y a cette partie-là, mais il a quand même été patron du FMI et ministre de l'économie. Et il s'est fait avoir par ce type de faux conseillers bancaires et il s'est fait chourer 25 000 €. C'est fou, ça. Après, son affaire a permis de faire, à la police de faire sauter un réseau qui avait fait 700 victimes et récolté quelque chose comme 2,3 millions d'euros. Donc, on se fait de l'argent avec cette affaire. Et c'est pour ça qu'en face, moi, la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est pour qu'on s'équipe un peu les uns les autres et qu'on s'aide plutôt en mode comment on se défend en fait face à tout ça. Typiquement, quand moi je prends l'angle violence faite aux femmes, etc., quand je parle avec les associations, elles me disent, vous avez peut-être entendu parler des problèmes de AirTag mis dans des sacs pour suivre des filles, etc. Donc là, ça fait un peu hardware et on est là genre, oh waouh, hyper dangereux. En fait, dans plein de cas de violence conjugale, les violences numériques, c'est le mec harceleur qui utilise parfois des documents partagés, des drives partagés pour récupérer des infos. C'est des trucs hyper basiques, mais les gens n'ont pas nécessairement conscience que quand tu as partagé un espace Google, par exemple, avec un proche, à terme, si la relation se dégrade et que ça part en cacahuète, ça peut aussi servir à t'espionner. Le principe en cybersécurité, c'est que c'est plus simple de prévenir que de guérir. Vaut mieux se préparer à une potentielle attaque, donc essayer de colmater un maximum les fuites, parce que le jour où il y a l'attaque, c'est beaucoup plus compliqué de réagir. Donc le jour où ton image est diffusée ou le jour où tu es à côté au téléphone avec un arnaqueur, c'est beaucoup plus compliqué de réagir que si avant ça, par exemple, tu as évité de partager des informations personnelles là où il n'y en avait pas besoin. Ça aussi, c'est un truc super basique. Mais il y a plein de gens, quand ils se créent des comptes sur des sites web peu importants, genre pas Pôle emploi ou pas l'assurance maladie, qui mettent toutes leurs informations véridiques, leur date de naissance, etc. En fait, on peut tout à fait dire n'importe quoi et c'est pas plus mal en termes de sécurité de remplir n'importe quoi dans ces espaces. Mentir sur un site un peu OSEF, ça peut Moi, je le fais beaucoup. C'est vrai, c'est de l'obfuscation basique. C'est vrai, mais j'ai jamais menti, moi. Franchement, n'hésite pas. Alors, sur certains sites, ça vaut le coup de garder l'information fausse qu'on a mis quelque part, parce que des fois, ils demandent des dates de naissance pour l'efficacité. Ça m'arrive avec la SNCF. Et moi, j'ai un fichier dans lequel j'ai mis mes fausses dates de naissance. Et tous les ans, les gens qui sont encore sur Facebook me fêtent un faux anniversaire. Donc, voilà. Il y a d'autres techniques, évidemment, qu'on peut citer. Oui, un peu plus carré, genre l'authentification de facteurs. À chaque fois que vous pouvez l'utiliser, mettez-la. Vraiment, c'est important. Alors, là, on arrive tout de suite sur le truc, mais c'est relou parce que du coup, il faut que je sorte mon téléphone pour arriver sur mon compte. C'est vrai, mais en fait, il y a cette balance permanente entre sécurité et smoothness, sans couture, expérience parfaite. Faut avoir conscience que quand on a une expérience parfaite, très souvent, la sécurité est un peu plus basse que quand on... C'est ce que je dis à mon chat quand il m'en parle. Je dis, c'est fait exprès si c'est relou. C'est le principe, en fait. Il faut que ce soit relou, parce que si c'est relou pour toi, aussi pour l'attaquant. C'est relou pour un mec qui va essayer. C'est hyper intéressant, parce qu'encore une fois, moi, je cherche des manières de faire le SAV technique pour mes proches. Et effectivement, je trouve ça bien de dire dans une phrase, de redonner la réalité de ça, de dire si c'est pénible, c'est bon signe en fait. Si c'est trop smooth, la vulnérabilité, elle n'est jamais vraiment loin. Tu parles aussi d'autres systèmes comme les gestionnaires de mots de passe. Le gestionnaire de mots de passe. Il faut des mots de passe forts, c'est impossible de tous les retenir, c'est évident, moi non plus, j'y arrive pas. Et pour ça, la solution numéro 1, pour notamment les gens qui sont quand même à l'aise avec les outils techniques, c'est les gestionnaires de mots de passe, c'est fait pour ça. Après, pour des gens qui sont plus loin, parfois je discute avec des experts de cybersécurité qui sont là, genre c'est OK d'avoir votre feuille avec vos mots de passe si c'est l'outil qui est le mieux pour vous. Le plus simple, ça serait d'avoir un Touch ID ou un Face ID sur quasiment toutes nos entités. Alors le problème, ça existe. Le problème, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire que tu vas l'avoir sur ton mobile et puis si tu veux le faire sur ton PC, tu n'as plus rien. J'ai le même problème avec les gestionnaires de mots de passe, moi. Par exemple, tu vois, Microsoft propose le sien, Apple propose le sien. Tu vois,
entre navigateurs, c'est différent, entre trucs, c'est différent. Il n'y a jamais les mêmes trucs. Donc, des fois, par exemple, à Pôle emploi, je sais que je suis logué sur Microsoft Edge sur mon PC. Mais si je vais sur Safari, là, impossible de retrouver mon mot de passe. Mais un autre point important aussi, parce que on parle encore une fois d'entraide. Et aussi des fois, j'ai l'impression que même moi, quand je fais le SAV technique, je peux être désagréable avec les personnes avec qui je le fais ou agacé. Et des fois, on ne partage pas aussi, on ne discute pas avec les gens. Là-dessus, tu parles de sport d'équipe En fait, c'est une expression que j'ai piquée à la directrice juridique de l'Electronic Frontier Foundation, que j'ai interviewée l'an dernier. Elle avait conclu notre interview par « La sécurité numérique, c'est un sport d'équipe ». Un exemple très simple, si vous êtes la personne la plus protégée du monde, mais que votre cousin vous prend en photo et pose la photo avec géolocalisation sur Instagram, on sait où vous êtes. Le cousin, j'en étais sûr. Non, mais c'est pour montrer en négatif que, en fait, si vous voulez rester la personne la plus protégée du monde, il va falloir que vous arriviez à sensibiliser toutes les personnes autour de vous, sinon ça ne marchera pas. Et ça, c'est aussi un truc important à dire aux parents, puisque un phénomène qui monte pas mal aussi, c'est le sharenting, les parents qui postent des photos de leurs enfants en ligne sans les flouter ni rien. Ah, le sharenting, donc entre share et parenting. Parenting, exactement. Et qui ne se rendent pas compte que du coup, potentiellement, ils créent des dangers pour leurs enfants. Alors, les trucs horribles, désolé, mais c'est ma chronique. Ça arrive. C'est la pédocriminalité. Bien les sûr. trucs moins intenses, mais quand même importants, c'est est-ce que l'enfant a consenti à avoir déjà les 3/4 de sa vie exposée en ligne? Qu'est-ce qu'il va dire quand il aura 18 ans? On a les premières générations d'enfants des réseaux sociaux qui effectivement deviennent adolescents et se rendent compte que leur vie de bébés, enfants est publique. Peut-être qu'ils n'ont pas envie. Nous, on n'a pas ça. Et peut-être qu'on n'a pas connu ça. Donc ça, c'est le côté entraide dans l'exercice de la sécurité numérique au quotidien, si je puis dire. Et puis, en cas de problème, c'est vous dire aussi, si vous avez un doute sur potentiellement un SMS chelou que vous venez de recevoir, sur un mail bizarre, sur un type qui vous envoie des textos et des textos et des textos, et vous êtes là genre, mais c'est normal ou pas? Et parlez-en. Parlez-en soit avec vos amis, parlez-en avec votre famille, parlez-en avec vos proches. Si jamais il y a une dimension de honte, parce que c'est ce qui se passe dans les cas de sextorsion qui touchent pas mal les plus jeunes. Il y a piratage et piratage, il y en a qui sont plus jugés que d'autres, on va dire, avec moins d'empathie et moins d'aide. Toute la question des deepfakes, c'est beaucoup ça. En gros, les filles se font harceler et par-dessus, se font attaquer numériquement, et par-dessus, on leur dit, mais en même temps, pourquoi tu as diffusé cette image, t'avais qu'à pas. Sauf que, déjà, moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée. Le partage d'images fait désormais partie de la sexualité, notamment des plus jeunes, donc il faut le prendre en compte quand on parle de sécurité numérique. Autre chose, les mecs aussi sont victimes de ce type d'agression, plus quand il y a la dimension monétaire, donc sextorsion. Là, c'est une enquête de France Info qui expliquait qu'il y avait eu genre 12 000 alertes sur ce sujet en 2023. Ils jouent aussi sur la dimension de honte, donc c'est pour ça que je dis, même si vous avez honte, essayez d'en parler autour de vous, et si c'est trop dur, il y a plein de lignes, par exemple pour les mineurs, le numéro 3018, c'est une bonne ligne à appeler pour avoir des conseils sur les questions numériques. Sinon, il y a les sites officiels du gouvernement qui peuvent aider. Et puis, globalement, les gens autour, en fait, essayer de... il faut qu'on travaille ensemble sur... oui, c'est ça, être un peu plus en écoute et proposer de l'aide plutôt qu'avoir comme première réaction, mais en même temps, quelle idée d'avoir partagé telle information. Oui, parce que c'est vrai que des fois, le premier jour, c'est de condamner. Et en fait, c'est dur. C'est impossible mais pour chacun, quoi. C'est impossible de tout protéger. Surtout, si on reprend l'exemple France Travail, si vous avez fait confiance à France Travail et que France Travail se fait hacker, vous ne pouvez rien y faire, en fait. Quand on avait bossé sur ta chronique ensemble, tu m'avais parlé que tu avais rencontré une femme. Oui, j'ai oublié. Tu avais dès le début dit... mon accroche que j'ai perdu. C'est pas grave. Et que tu avais dit une phrase qui était très, très révélatrice de toute cette chronique, en fait. Qui m'avait encore dit, je pensais que ça n'existait plus en 2024. J'étais à un événement sur l'intelligence artificielle, ça n'avait rien à voir, mais on discute, je pense, dans quelle mesure des données personnelles sont venues entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Puisque typiquement, toutes les machines qui permettent de faire des deepfakes pornographiques, c'est qu'elles ont été entraînées sur du contenu pornographique avant, et là-dedans, il y a probablement pas mal de choses qui n'ont pas été consenties. Et bref, cette dame, elle dit, mais moi, j'ai rien à cacher. Et ça, c'est la phrase qui énerve tous les gens qui connaissent le sujet, parce que bon, t'as rien à cacher, ok. La seule fois il n'empêche qu'il y a quelqu'un qui va trouver une manière de t'embêter, même si t'as rien à cacher. Moi, j'ai fait pas mal de formations d'initiation à la sécurité informatique avec des gens qui n'étaient pas techniques. D'accord. Et ils commencent tous par j'ai rien à cacher. Et après, je reformule la question. Donc, on arrête le j'ai rien à cacher. C'est quelle est l'information que tu possèdes que tu ne voudrais pas que ta famille, tes grands-parents, tes parents ou tes enfants aient. C'est un premier layer.
en général, son historique porno, on n'a pas trop envie quand même. Ouais, bien sûr. Donc du coup, quel qu'il soit d'ailleurs, c'est pas voilà. Donc en fait, si, il y a quand même une information. Ouais. Et donc en fait, cette idée de rien à cacher est quand même assez faux. Et d'ailleurs, c'est très rigolo quand on fait. Moi, je les ai fait en entreprise pas mal, et je demande aux gens dans des discussions de trouver des choses qui seraient catastrophiques pour leur service. Ils trouvent des trucs incroyables. Je fais des jeux de rôle où je compare avec la sécurité physique. Vous invitez pas n'importe qui chez vous, en fait. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui dit je suis policier, qu'il n'a pas de carte de policier, pas d'uniforme de policier, je suis désolée, mais vous lui donnez pas les clés, vous le laissez pas rentrer chez vous. Et donc en fait, ça devrait exister de la même façon dans le numérique. Et les gens, ils ont déjà ces réflexes dans la vie réelle. Il faut juste leur expliquer la petite matrice de traduction entre ce que ça veut dire dans le numérique. Intéressant. Et je pense que si on fait ce travail-là, on ira déjà plus vite. Les mots de passe, c'est une autre question ensuite. C'est OK, maintenant que je sais c'est quoi l'information que je veux protéger, comment je la protège, quoi. En fait, OK, t'as rien à cacher en ligne, mais dans ta maison, même si t'as rien à cacher, t'as des rideaux devant tes fenêtres et t'as des portes. Donc c'est bien que tu cherches quand même une forme d'intimité. Oui. Et peut-être que si on parle d'intimité numérique, ça peut être un outil pour faire mieux comprendre Donc là aussi, tu refais un pont entre le réel et le virtuel. Même sans avoir des choses à cacher, il y a quand même des moments où on a envie d'être tranquille chez soi, sans le policier ou un random. Oui, c'est comme si quelqu'un te prenait en photo chez toi en disant t'avais qu'à fermer tes volets. Donc du coup, c'est de ta faute de ne pas avoir fermé tes volets si j'ai pris des photos de chez toi. Ou si tu n'as rien à cacher, je vois pas pourquoi ça t'embête. C'est le discours qu'on envoie quand même. C'est exactement la même chose. On revient toujours à cette idée, j'ai l'impression, de jugement, de culpabilisation et de honte qui fait vachement l'affaire en fait des gens malveillants. C'est juste que c'est démultiplié par le cyber parce que les gens sont cachés derrière un écran. Mais en fait, c'était déjà le cas quand on se faisait arnaquer dans la rue. Enfin, il y a une quinzaine d'années, il y avait l'arnaque à la fausse bague qu'on trouvait par terre et on vous disait moi je peux rien faire, faut que je m'en vais, donc je vous donne la bague et puis vous me donnez un peu d'argent, puis c'est vous qui revendrez la bague. Ça existait déjà. Il y avait déjà des gens qui se faisaient avoir. Enfin, c'est juste qu'on est capable de démultiplier ça par plusieurs milliers de victimes par rapport à avant, mais ça existait déjà. Toi, donc, tu montres beaucoup ta vie, Ken. Tu dois mettre des barrières entre ce que tu veux montrer, pas montrer, raconter, pas raconter, mais tu es quand même quelqu'un qui est assez généreux en termes de tranches de vie, sur Insta, sur d'autres réseaux. Est-ce que du coup, tu t'es posé la question, pareil, de là où je vais rider en vélo, avec qui je suis, à quel moment je poste une story en temps réel ou temps pas réel? Est-ce que du coup, tu commences à dire, mince, les gens avec moi, est-ce que en tant que personnalité publique, je dois aussi composer avec eux, Je me la pose au quotidien. D'accord. La question du consentement, c'est vraiment la base. Si jamais j'ai à faire, par exemple, des streams IRL à vélo, tu vois, si j'arrive dans un groupe de cyclistes, dans lequel je dis, écoutez, là, je suis actuellement en direct, est-ce que ça vous dérange? Ça ne pose pas un problème, etc., etc. Et bon, généralement, ça dit oui. Le dernier coup, ça a permis de filmer un accident et de regarder qui était responsable, d'ailleurs. Donc, ça peut parfois être utile. Mais dans le cadre du partage de ma vie privée, je me pose même encore plus la question là, aujourd'hui. Le partage de la vie des autres, c'est évident. Il y a un moment, tu partages pas la vie des autres sans leur demander leur consentement. Je sais pas. Ça n'existe pas, ce genre de choses-là. Mais dans le cadre du partage de ma propre vie privée, je me suis vite posé la question de ce que je devais partager, ce que je devais pas partager. Ici, évidemment, j'ai pas envie que mes nudes se retrouvent sur le net non plus. Donc, je fais ce qu'il faut pour que ce soit le cas, mais je suis quand même dépendant des autres et de la confiance que je donne. Cette fameuse relation de confiance. Exactement. Exactement. Et j'ai évidemment pas envie que la confiance se soit rompue un jour. Personne n'a envie de ça. Ça fait mal. Ça fera sûrement plus mal que mes nudes sur le net, à mon avis. Mais moi, je suis un mec, donc c'est plus facile de gérer. Donc, je fais quand même attention, mais clairement pas autant qu'il faudrait. Pour toi, Mathilde, merci pour cette chronique qui est, je pense, importante et utile. Parce que je pense qu'on n'a jamais fini, encore une fois, de s'éduquer à ces questions-là et d'éduquer les autres autour de nous. Donc, le dialogue. Plus de dialogue, moins de jugement, peut-être. Oui, et puis des bonnes pratiques après. Du coup, parce que je t'entendais parler de confiance, en fait, moi, c'est très désagréable que l'attaque vienne par la manipulation de la confiance. Tu parlais de destruction de la relation de la confiance. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment un problème qui est en train de monter, y compris avec l'explosion des contenus synthétiques. Donc sur une dynamique, sur un sujet un peu différent qui est lié à l'information, c'est de plus en plus difficile de savoir à quoi faire confiance à l'ère de l'intelligence artificielle qui permet de créer plein de faux contenus, etc. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on travaille tous et toutes, je ne sais pas exactement comment, mais sur des manières de renouer des liens de confiance et de trouver en fait des endroits un peu plus safe plutôt que de laisser juste des agresseurs, soit en termes cybersécurité, soit des agresseurs en termes désinformation, nous diviser tous les uns les autres là. Et là, je pars en programme politique un peu chelou. Mais tu peux lever le point, Mathis, c'est bon. Mathis, 2027, c'est parti, tu peux lancer la campagne.